Bonjour à tous, bienvenue à ce 4e épisode d'Antipode. Aujourd'hui, on est là avec Tom et Evan et on va vous parler de la représentation queer dans la pop culture et un peu dans les jeux vidéo. Donc, je vais vous laisser vous présenter, peut-être Evan en premier. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu? Eh bien, je suis Evan, voilà, je viens de la planète Terre, bien sûr. J'ai 24 ans et je suis artiste dans la vraie vie. Voilà, c'est tout. Cool. Merci. Allez, je te laisse. Du coup, moi, c'est Tom, j'ai 26 ans et je suis développeur en réalité augmentée. Et voilà, sinon, pas grand-chose de plus à dire. Enfin, j'aime bien dessiner aussi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses. Voilà. Trop bien. Et moi, c'est Lorenza, j'ai 22 ans. Et voilà, je suis en master en design graphique, en DA, direction artistique. Sinon, je suis musicienne, chanteuse, tout ça, et je fais la co-host du podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter un peu de la représentation dans les médias et dans les jeux vidéo. Du coup, moi, ma première question que j'ai pour vous, c'est, à votre avis, pourquoi c'est important, c'est une question un peu bateau, mais bon, pourquoi c'est important d'avoir la représentation queer dans les médias en général ? Genre, pourquoi tout le monde dit que c'est important, pourquoi nous, on sent le besoin d'en avoir, voilà. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est important parce que ça nous permet en tant que... se voir représenté en tant que personne queer ou peu importe quitter n'importe quelle minorité, ça te permet à la fois d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, genre en gros des exemples de ce à quoi tu aspires ou ce à quoi, enfin des trucs qui te font rêver un peu avec ce que tu pourrais être, mais aussi pour les autres, enfin les personnes qui ne sont pas concernées, parce que ça leur permet de couper avec les préjugés, si la représentation est bien faite bien sûr, et d'avoir un exemple plus pas forcément réaliste parce que bon, des films de jeux vidéo ça peut être fantastique et tout ça, mais en tout cas plus sain et dénué de mauvais préjugés sur ce que peut être une personne queer. Moi, j'ai rajouté que ça permet tout simplement aussi de savoir que ça existe, d'être LGBT tout simplement. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas forcément énormément de représentation queer. Et du coup, j'avais pas forcément des questionnements par rapport à ma sexualité ou à qui j'étais en général. Et le fait justement d'avoir des représentations, ça m'a permis de me dire « Ah tiens, en fait, je suis peut-être de ce bord-là, quoi. » Donc ouais, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt utile d'avoir justement de la représentation à travers les médias, quoi. Ouais, ça va pas nous rendre queer, ça va nous faire nous rendre compte voilà, qu'on est nous queer. rendre compte qu'on est queer. Tout à fait. Et du coup, vous, il y a des exemples qui vous ont marqué, genre quand vous étiez jeune, de représentations queer, ou au moins de personnages queer-coded, genre qui nous parlent en tant que queer, même s'ils sont pas out dans des séries ou quoi. Je dirais pas quand j'étais plus jeune, c'était plus... Enfin, si, j'étais plus jeune, j'avais quoi, 17 ans, Ouais. mais... Et ça n'avait pas forcément de rapport avec les jeux vidéo, mais par exemple une série qui s'appelle Sense8. Pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que du coup, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et en fait, je me suis beaucoup attaché à tous les personnages de la série. Voilà, je les trouve juste incroyables. Et j'ai compris qu'en fait, c'était juste normal d'être LGBT et de simplement vivre sa vie sans que t'as forcément un destin chaotique en tant que personne LGBT, quoi. Et ça m'a vraiment rassuré. Moi pareil, c'est pas un jeu vidéo et c'est pas un livre, c'est pas une série non plus, mais c'est un livre. C'est le Club des 5 qui est connu par beaucoup de monde et c'est pas, je sais pas si tout le monde connaît le Club des 5, mais bon, c'est l'histoire de 5 enfants qui sont des détectives, quoi. Et dedans il y a un personnage qui s'appelle Claude, qui est une petite fille, mais ce qu'on appelle à l'époque un garçon manqué. Donc une fille avec un caractère de garçon qui se coupe les cheveux courts et qui supporte pas qu'on l'appelle Claudine, qui est son vrai prénom, et qui préfère qu'on l'appelle Claude. Et moi, quand j'étais gamin, bon, je l'ai pas dit dans ma présentation parce que j'ai oublié, mais en fait, je suis trans, donc je ne suis pas né homme. Et donc, du coup, quand j'étais gamin et que je lisais Club des 5, j'étais en mode waouh, elle est comme moi en fait. Genre, même si je mettais pas de mots là-dessus, je savais pas ce que c'était qu'une personne transgenre et à l'époque, on n'en parlait pas. Il y avait ce truc de je veux pas qu'on me traite comme une fille ou qu'on me considère comme une fille quand on s'adresse à moi.
Et bah forcément, voilà quoi, ça parle forcément quoi. Ouais, c'est sûr. De mon côté, j'avais pas genre de représentation quand j'étais jeune en mode représentation ace ou représentation lesbienne ou pareil, tout ça, mais il y avait des personnages pour moi qui faisaient très queer et que j'admirais beaucoup et que j'avais envie d'être un peu comme eux, et je me disais, avec le recul, je me dis aujourd'hui que bon bah ça veut dire ce que ça veut dire, genre des femmes ultra puissantes ou très sassy, très extravagantes, qui peuvent tout faire, qui sont ultra fortes et tout, t'es en mode ah, j'aime bien ça. Donc avec le recul, clairement c'était des signes. Et je pense que ça a dû m'aider. Et c'est vrai que on voit beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi, on va dire, femmes, queer, ou ont vraiment c'est les mêmes références que moi de personnages qu'ils admiraient. Donc ça veut dire un peu ce que ça veut dire quand même, je pense. Tout à fait. Après, il y a des personnages qui sont officiellement queer. Oui. Il y a des personnages qui sont aimés par la communauté queer de base. Et il y a des personnages qui sont un peu iconiques même, complètement. Il y en a que vous aimez particulièrement, que vous connaissez ou pas du tout? Moi, par exemple, bon, bah, du coup, ça va être Bayonetta. Enfin, après, moi, c'est une histoire particulière avec les femmes fatales que j'ai toujours adoré, voilà. Mais je sais qu'elle est très fortement appréciée par la communauté LGBT, et je la trouve tellement badass, tellement stylée que je suis en mode waouh, incroyable. Après, j'ai une manie aussi de prendre beaucoup des personnages féminins, type Peach de Super Mario. Après, un jeu auquel je joue énormément en ce moment, c'est Overwatch. Voilà. D'ailleurs, en plus, qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il n'y en a que 5, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais, il y a 5 personnages LGBT, dont 2 qui ont été annoncés dès le début. Et 3 autres qui ont été annoncés cette année, durant le mois de la Pride. Et t'en as un aussi qui va bientôt arriver, mais on sait pas trop ce qu'il est encore. Mais c'est en cours, quoi. Ok. Et donc du coup, ouais, t'en as 5. T'as un qui est gay, un qui est bi, 2 qui sont lesbiennes et un qui est pansexuel. Le pansexuel, je l'adore parce que, je sais pas, enfin, sa vibe, j'aime beaucoup. Enfin, il est très majestueux, très flamboyant, et c'est un peu ce que je me suis pas autorisé à être quand j'étais plus jeune. Et de voir des personnages comme ça être ouvertement qui ils sont, que ce soit des personnages fictifs, en fait, ça fait du bien d'en voir, quoi. Ouais, ça donne envie d'être cité. Voilà. Trop bien. En tant que mec trans, il n'y a pas beaucoup d'autres mecs trans dans des jeux vidéo, mais il y a un jeu que j'ai attendu avec impatience, et quand il était sorti, je l'ai acheté direct. C'est Tell Me Why de Dontnod. Je sais pas si tu connais. Non. Pour faire résumer l'histoire assez courte, c'est l'histoire de 2 jumeaux. Donc un mec trans et une meuf. Et on les retrouve plus tard à l'âge adulte. Bon, c'est une histoire un peu sombre, genre leur mère est décédée quand ils étaient jeunes, nanana. En fait, ils enquêtent sur le comment du pourquoi c'est arrivé. Et donc du coup, on voit le personnage de Tyler Ronan qui a déjà transitionné, qui retourne dans son village natal en gros, et qui sont un peu difficiles voilà quoi, pour faire face aux gens qui l'ont connu avant. Mais c'est un mec qui a beaucoup de caractère, qui sait qui il est, qui est bien dans ses baskets et qui a pas peur, quoi. Et en fait, en jouant à Tell Me Why, genre ça m'a redonné du courage, on va dire. Ça m'a donné de la force en me disant en fait, je peux répondre comme ça aussi aux gens, et je peux être plus courageux et pas me cacher, en fait. Y compris à des gens qui me connaissent depuis mon enfance, et même si je vis dans un trou paumé en Normandie, et que c'est pas les gens les plus en vrai ils sont capables d'apprendre ou pas, mais en tout cas j'ai pas forcément à me taire ou à me cacher, et c'est ce que ça m'a fait en fait de jouer à ce jeu là. Trop bien. Ouais, moi de mon côté, les premiers couples qui me viennent en tête côté queer plutôt féminin de la force, ce serait récemment les 2 personnages de League of Legends dans la série Arcane, qui sont
canon, pas canon, enfin on n'arrive pas à comprendre, mais enfin moi je l'ai pas vu la série, donc bien sûr je n'ai pas la ref en entier, mais tu vois tous les edits de partout sur internet, t'es en mode bon. Les gens ont décidé que... Les gens ont décidé que c'était des personnages queer, et je pense qu'à ce niveau d'engouement d'internet, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ouais, il y a ça par exemple, mais en tout cas c'est très très cool, surtout dans un jeu comme League of Legends, même si c'est une série et pas le jeu en soi. Disons que la communauté League of Legends, bon, il y a de tout, mais il y a aussi du mauvais. Elle est quand même assez réputée pour être un peu toxique. Donc, qu'il y ait des personnages queer ou queer-coded, ça fait quand même plaisir, je pense. C'est vrai. Après, voilà, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je ne sais pas. Enfin, je joue aux jeux vidéo, mais casu. Très casu. Je pense que personne ne joue pas aux jeux vidéo. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a personne de notre âge aujourd'hui qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, quoi. Enfin, au bout d'un moment. C'est vrai. Bref. Comme je disais avec les personnages de LoL, enfin, au bout d'un moment, la communauté des gamers, on va dire, n'est pas réputée pour être la plus acceptante. C'est sûr. Donc ça peut être sympa d'avoir des personnages queer. Après, c'est sûr qu'il y a plein de gens queer qui se cachent dans les gamers. Au bout d'un moment, on est partout. Donc on peut pas l'éviter. Mais ouais, je sais pas, vous avez eu des soucis, vous, personnels, en faisant partie de personnes qui jouent à des jeux, avec le fait d'être queer, ou pas du tout? Bah, personnellement, je joue pas à beaucoup de jeux en ligne. Je préfère les jeux en solo et les RPG, tout ça, ou les jeux à histoire. Donc, j'ai pas vraiment rencontré ce genre de problème. Parce que si je joue en ligne, c'est avec des potes de la vraie vie. Ouais. Donc, que je sais que c'est safe. Donc, Ok. voilà. Toi, je sais pas. Moi, c'est une toute autre expérience. Ok. Franchement, du coup, je jouais à des jeux en ligne, voilà. Dont encore Overwatch, voilà. C'est un jeu que j'adore, mais il y a ces côtés un petit peu chiant, quoi. Ouais. Le truc, c'est que dans toutes les communautés de jeux en ligne, en général, il y a beaucoup de toxicité et d'aversion envers la communauté LGBT. Ouais. Les gens ne veulent pas qu'il y ait des personnes LGBT sur leur jeu, quoi. Ah ouais, carrément. Sur leur jeu, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, ça amène à des situations où les gens vont t'insulter gratuitement dès qu'ils savent que tu es LGBT. Ouais. Ou une fois, ce que j'avais fait, vu que, je sais pas, pour le fun, j'avais créé un personnage Enfin, c'était pas mentionné qu'il était LGBT, mais en gros, je l'avais designé avec ma tablette graphique, voilà, tout ça chez moi. Je l'avais posté sur les réseaux sociaux, sauf qu'ils ont réussi à trouver que c'était un personnage LGBT, même s'il y avait aucune mention nulle part. Et c'était une déferlante de commentaires de haine, de menaces de mort, de trucs comme ça. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, quoi, les gens ne sont pas très chill. Ouais. Parce qu'en plus, t'avais une plateforme d'artistes à l'époque sur les réseaux, c'est ça? Et tu l'as toujours d'ailleurs? Ouais, toujours. Trop bien. Mais du coup, c'est sûr que plus il y a de gens, plus il y aura de réactions. Et plus t'as de chance de tomber sur des mauvaises réactions, quoi. Ouais. Mais je présume que ça a dû être pire que les autres types de posts que tu fais d'habitude qui ne sont pas liés à la communauté. S'ils ne sont pas liés à la communauté, je présume que tes posts font moins de débats. Certes, oui, ça ferait clairement moins de débats. Ouais. Mais en fait, ce qui m'avait choqué sur le moment, c'est que déjà, qu'ils sachent que c'est un personnage LGBT. Ouais. Et en fait, de recevoir une telle violence Ouais, non, c'est clair. dans les commentaires, j'étais en mode waouh, c'est. Puis les gens n'ont que ça à faire que d'aller mettre des commentaires haineux sur un personnage qui n'existe pas. Genre, c'est terrible. Mais surtout sur des menaces de mort. Ouais, genre, ouais, vraiment. Il faut y aller quand même. Hein. Ça prouve à quel point les gens ont un sérieux problème en général, quoi. Sur les réseaux, c'est sûr. Et c'est pour ça que ça m'a même pas choqué quand tu m'as dit ça, parce que il y a tellement de gens. C'est ça, il y a tellement de gens qui reçoivent des tellement menaces normal en fait, c'est ça qui est. Mais en même temps, tu te dis quand ça t'arrive à toi, tu fais oh putain. Ouais, c'est. Mais bon, après, en tant que personne LGBT, j'ai l'habitude, donc du coup, ça m'a pas fait énormément de choses, quoi. C'est terrible à dire quand même. Ouais, c'est terrible à dire, effectivement. Quand on parle, enfin, de nos jours, quand on joue à des jeux pas en ligne, mais du coup des jeux scénaristiques à scénario, ce que les gens essayent de faire ce que les studios essayent de faire quand ils veulent intégrer, par exemple, de la romance LGBT ou ce genre de trucs, c'est que souvent on a des choix avec le perso de faire des romances hétéros ou des romances LGBT. Et je discutais de ça il y a pas longtemps avec une amie,
Et à ce que m'a fait la remarque que je trouvais très pertinente, c'est que, en fait, si c'était fait comme ça, c'est que si les personnes ne veulent rien voir de LGBT ou de queer dans leur jeu, en fait, ils peuvent faire en sorte que le jeu ne soit pas du tout LGBT s'ils font les bons choix, etc. Et même si d'un côté, c'est bien d'avoir ce choix de pouvoir avoir des romances homo, c'est quand même dommage que, comment dire, que ce soit aussi possible de le cacher. Enfin, contrairement à un film, par exemple, où dans le scénario du film, c'est pas toi qui interagis avec, donc quoi qu'il arrive, si un personnage queer, il est queer. Et c'est dommage qu'on n'ait pas aussi davantage ça dans le jeu vidéo, d'avoir des personnages, c'est décidé, il est comme ça, et tu pourras pas changer, quoi. Ouais, complètement. Et puis, il y a des personnages, je pense, quand tu les écris, t'arrives pas à t'imaginer autrement que queer. Et au contraire, il y a des fois, tout le but de la série ou du film ou du jeu vidéo, c'est de justement mettre de la représentation queer. Genre, typiquement, récemment, Heartstopper, qui a été acclamé par toute la communauté. Enfin, il y a presque pas un personnage hétéro. Sans spoiler, mais il y a presque pas un personnage hétéro dans cette putain d'histoire. Et ça se voit que ça a été écrit par une autrice queer, quoi. De base, je crois qu'elle est Arrowverse, donc tu sens que c'est pas fait pour justement le queerbaiting. Mais le queerbaiting, ça peut être aussi on va dire un problème dans ce genre de choses. Comment on fait la limite entre justement essayer de vendre à une communauté ou à une minorité parce qu'ils savent que voilà, ça marche, ou est-ce qu'on parle avec le cœur et j'ai envie que ce personnage soit queer parce que j'arrive pas à l'imaginer autrement, du coup il sera queer. Est-ce qu'on peut redéfinir juste le queerbaiting pour être sûr que... Ouais, t'as raison. Ouais. Pour moi, le queerbaiting, c'est genre... commercialement, c'est un geste commercial en fait pour moi. Okay, ouais. C'est quand t'as aucune intention spécifique que le personnage soit queer, mais que t'as envie que ça vende, et tu dis « Ah, ça va marcher, du coup, voilà. » Ou sinon, le personnage de base est queer. Et tu insistes beaucoup dessus pour faire vendre, genre, dans tous les trailers, tu mets le petit bout, le petit moment queer qui arrive dans la série, alors qu'en vrai, c'est même pas 1% de ce qui se passe. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, c'est quand c'est vraiment mis en avant pour être mis en avant, et c'est pas juste parce que c'est le personnage, parce que c'est l'histoire, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est préférable, je trouve, quand on a un personnage qui est queer, ça fait partie de sa personnalité, mais il est pas juste queer, genre c'est un personnage complet avec voilà, qui fait avancer l'histoire parce qu'il, je sais pas, il a un but précis, il a un rôle précis à jouer dans l'histoire autre que juste je suis le personnage gay, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ce genre de truc, c'est vrai. Mais ouais, je voulais dire en gros ouais, que souvent ils font ça juste pour à des buts commerciaux, mais en soi je le vois pas comme quelque chose de mal, parce que je me dis que plus il y a de la représentation, mieux c'est en fait. Il y a ce côté-là aussi, ouais. Après, ils le font plus ou moins bien, voilà, ça dépend, il y en a, c'est questionnable. Mais en même temps, ça me permet de juste de montrer qu'on est là, quoi, qu'on est présent, et que tout simplement, on n'a pas à être effacé, quoi, tout simplement, et qu'on fait partie justement du monde actuel, quoi. Et ça permet aussi de soulever des questions sur la commune, ouais, que les gens soient tout simplement informés, quoi. Ouais. Après, il y a le problème éthique de se dire, est-ce qu'ils profitent pas de nous pour se faire de la thune, quoi. Mais en même temps, t'as raison, la représentation reste de la représentation, malheureusement. Dans le monde dans lequel on vit, on essaye de l'obtenir comme on peut, quand même. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des représentations sincères. Donc, oui. C'est toujours préférable. Après, il y aura toujours un but marketing, même si c'est sincère, il faut quand même Tout faire à fait. vendre, quoi. Tout à fait, donc, dans tous les cas, il faut vivre. Hein, donc, c'est ça, donc je suis un peu en mode... Donnez-moi de la représentation, c'est tout. Je comprends. Bon. Moi, ça me va. Franchement, si ça peut énerver quelques homophobes, moi, ça me va. Quand un scénariste écrit un personnage queer, en fait, c'est vrai qu'on peut pas juste se dire que le fait qu'il soit queer, c'est un détail de sa personnalité, parce que dans le sens où on se comportera pas de la même manière. Exactement. Mais surtout, on pensera pas forcément les mêmes choses face à un même événement. Je pense à ça parce que, par exemple, dans Assassin's Creed Odyssey, tu peux choisir de jouer une meuf ou un mec. Bon, pas forcément LGBT ou quoi, mais l'exemple est similaire, c'est que
en fait, les lignes de dialogue, ils les ont pas réécrit selon que c'était le gars ou la fille qui parlait. Du coup, y compris quand tu dragues pour les romances. Sauf que du coup, c'était un peu dissonant parce que des fois, tu te dirais, mais en fait, une femme avec son vécu et tout ça, elle n'essaierait pas de pécho une meuf en disant ça, tu vois. Ouais, clairement. Et je pense que c'est pareil si tu veux écrire un personnage queer ou quoi, c'est que face à certains événements ou certaines situations, clairement, par rapport à son vécu, la personne, en fait, elle aura des choses qu'elle dira pas pareil ou qu'elle se comportera pas pareil. Et donc, du coup, tu peux pas juste dire j'ai écrit mon perso, je l'ai fini, j'ai fait tout son dialogue et attends, au dernier moment, tiens, lui, il va être queer. Tu peux pas faire ça, en fait. Non. Tu peux pas. Clairement pas. Bon, il y en a qui ont essayé, on ne les nommera pas, mais, mais oui. Et c'est clair, c'est comme, c'est pour digresser un peu, c'est pour ça qu'on a besoin de diversité en fait dans la vie, dans le milieu du travail, au quotidien. Parce que si tu veux faire émerger une idée, t'as besoin de personnes qui ont des vécus différents et qui font partie de communautés, minorités différentes, ou que ce soit juste la différence, rien que la différence homme-femme. Tu vois que les gens, ils ont des idées différentes juste parce qu'ils viennent de milieux opposés ou de background similaires, ils ont des idées similaires, tu vois, c'est super important et c'est sûr que ça se voit tout de suite. Ouais, ça se voit qu'il a fait en fait. Même un personnage de femme écrit par un homme, ça se voit tout de suite, tu vois, donc men writing women, c'est ouh. Du coup, on peut en parler ça justement. Ouais. Du male gaze et female gaze. Ouais, complètement. Qui est complètement différent. C'est drôle parce que, par exemple, Lara Croft, le personnage qui correspond totalement au male gaze, voilà, qui est sexualisé alors qu'elle ne devrait pas l'être, tout simplement. Mais après, dans les dernières saisons, dans les derniers opus, elle est beaucoup moins sexualisée que dans les premiers, quoi. Mais bon, il y a quand même du chemin à faire. Hein. Et aussi... ce que je trouve un personnage aussi que je trouve vraiment intéressant et qui est pas du tout sexualisé, en tout cas c'est pas le but de base, même si les gamers et dès qu'il y a un personnage féminin ils vont sexualiser quoi. C'est Ellie de The Last of Us qui justement spoiler alert sort avec une femme quoi. Et elle correspond pas du tout au male gaze. Elle a un caractère très masculin entre guillemets. Elle est pas du tout féminine. En même temps, c'est l'apocalypse. Ouais, t'as pas besoin d'être féminine pour l'apocalypse. Elle va pas se poser la question. Mon mascara. Est-ce que je porte des talons aujourd'hui Non. Plutôt en mode survie, quoi. Ce qui devrait justement être... comme Lara Croft, de base, est censée être en mode exploratrice, quoi. Exploratrice. Mais non, pas du tout. Elle a pas besoin d'être en crop top et en mini-short pour se battre, quoi. Ou les armures où t'as un cache-téton et c'est plié pour les femmes, et les guerriers qui sont en full armure complète, quoi. Et donc, du coup, Ellie, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Malgré qu'elle fait des choix un peu de merde, mais... Pas de spoil. Voilà, mais du coup, je trouve que c'est déjà une bonne représentation LGBT, vu que déjà sa sexualité n'est pas le centre de son personnage, ça fait juste partie d'elle et c'est genre quelque chose de normal et c'est tout, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Et le fait qu'elle soit pas sexualisée aussi, c'est ça qui est plutôt intéressant et qui est... Parce que les lesbiennes, elles sont sexualisées aussi de base dans les médias, donc ça aurait pu clairement partir très mal. Mais clairement. Mais ça a été bien fait. Je trouve ça bien qu'ils aient fait cet effort de ne pas sexualiser le truc. Ouais. Quand c'est la vision masculine, c'est vraiment que axé sur le sexe. Un peu, ouais. Vraiment. Il y a vraiment que ça, genre... Et c'est toujours des personnages, par exemple, hyper masculins... qui vont avoir un caractère très similaire les uns les autres, où c'est en mode je suis le combattant, je suis seul contre tout le monde, personne me comprend, voilà quoi. Et les personnages féminins, ça va être la fille un peu docile, qui ressemble énormément à une enfant, voilà. Oui. Et qui va être sexualisée à mort, quoi. Alors que quand c'est une femme qui fait, je sais pas, un film ou une série ou un truc comme ça, il y a beaucoup moins cette dynamique-là. Ouais. Voire quasiment pas. Ouais. Où ce sera plus axé sur l'histoire,
les personnages seront pas sexualisés et seront bien travaillés comparé à quand c'est un homme qui le fait, quoi. Ouais. Après, bien sûr, il y a des bons réalisateurs et de bonnes personnes. Il y a des exceptions à la règle. Voilà. La majorité des cas, on est d'accord que bon, c'est flagrant. Et des fois, c'est plus ou moins flagrant. Et dépendant des pays aussi, dépendant de la culture. Quand même, par exemple, le Japon, dans les animés, a réputation à faire beaucoup ça avec les personnages hommes très forts, etc. Et les personnages féminins très enfantins et très sexualisés, quoi. C'est comme quand on peut voir le personnage de Harley Quinn. Dans Suicide Squad, tout à fait. Le premier, elle est hyper sexualisée, même les plans caméra, tout est fait pour justement qu'on admire son corps, quoi. Alors que quand c'est le film Harley Quinn qui est sorti, où elle est toute seule, qui a été fait par une femme, là il n'y a pas du tout ça. C'est en fait, elle est plus du tout sexy. Elle est juste elle-même. Et c'est ça qui fait plaisir à voir. Simplement. Après, il y a eu beaucoup de différences de représentation, de quantité de représentation, depuis un peu le mariage pour tous. En tout cas, le mariage pour tous global dans le monde. Hein. Bien sûr, il y a des pays qui ne l'ont pas encore adopté. Il y a des pays qui l'ont adopté plus tard que d'autres. Mais en tout cas, même dans la culture en général, je sais qu'une chanson comme I Kissed a Girl a fait révolution à l'époque. C'était genre, je sais pas, 2009 peut-être. Quelque chose comme ça, enfin à fact-checker, mais dans ces eaux-là. Et à partir de 2015, tout le monde s'en fout, quoi. Une chanson qui parle d'homosexualité, on sera en mode, ok, très bien, quoi. Ouais, plus il y en a, normal, quoi. C'est normal. C'est ça. Et je pense dans la représentation en général, dans tout ce qui est médias et dans tout ce qui est pop culture, c'est un peu pareil. Aussi, je me dis, un truc qui a été... qui commence de plus en plus à faire surface, mais qui est là depuis toujours dans les jeux, c'est les jeux, genre les jeux de rôle. Et c'est un milieu que je trouve est beaucoup plus queer que le reste de... Genre les jeux vidéo, par exemple. Il y a beaucoup plus de personnes queer, je trouve, qui jouent à des jeux de rôle type Donjons et Dragons, etc. Et vu que ça fait surface, je me dis que peut-être qu'il y a plus de gens queer qui font surface aussi et qui se montrent en tant que joueurs à des jeux de rôle. Ça commence à devenir populaire, ça commence à être streamé sur Twitch et tout, enfin... Et je me dis, c'est plus un lieu où tu crées ton personnage, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le mettre queer, il sera queer. Si tu veux le faire à ton image, il sera à ton image. Si tu veux faire un truc complètement imaginé, tu peux aussi. Et c'est vrai que c'est une liberté qui est plus récente, je trouve, qu'avant, par exemple. Ça peut être intéressant. C'est vrai que depuis le mariage pour tous, étant donné qu'il y a les gens qui ont fait des débats chez eux ou à l'école, ou je sais pas, les gens sont plus ouverts. Et du coup, comment dire, quand il y a une moins grosse critique, enfin il y a toujours des critiques qui arrivent quand il y a beaucoup de personnages LGBT dans un film ou dans un jeu, je dirais que les gens ils vont dire vous poussez le bouchon trop loin, machin et tout. Toujours. Même quand il n'y en a qu'un. Oui, même quand il n'y en a qu'un. Mais on va dire que l'opinion générale plus globale est plus à dire on accepte ça et on accepte moins l'homophobie, ou en tout cas c'est plus dans cette direction-là, c'est sûr. Après, oui, par rapport au fait que les JDR, tout ça, il y a peut-être plus de personnes queer qui Twitch. Enfin, je sais pas parce que je regarde pas Twitch, donc je sais pas vraiment. Mais bon, j'imagine que c'est. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de personnes queer qui jouent parce que le fait d'incarner un personnage dans un jeu, ça te permet de faire des trucs ou d'expérimenter des choses que peut-être t'oses pas dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que tu peux jouer une personne d'un autre genre ou tu peux jouer une personne plus. À l'aise, que t'es réellement vrai. Si c'est un jeu vidéo où tu peux customiser ton perso, tu peux lui mettre des vêtements ou des tenues que dans la vraie vie, en fait, t'oses pas ou pas encore porter. Et du coup, ça te permet de t'épanouir de ce côté-là aussi, en fait. Moi, j'ai pas trop fait ça, mais je sais que j'ai un pote qui, quand même, à une période, commençait à se chercher un peu et pouvait expérimenter avec son personnage de jeu de rôle et pouvoir vraiment faire ce qu'il voulait avec. Et s'il voulait que dans l'histoire, le personnage ait un copain, une meuf, etc., il pouvait le faire facilement, quoi. Et c'est après, avec réflexion, il s'est dit « Attends, j'ai fait quoi dans le jeu de rôle, là ?» Pourquoi, en fait, je fais tout le temps Pourquoi je fais tout le temps ça Peut-être qu'il y a un lien, tu vois. En vrai... Ça permet aussi de vivre un petit univers parallèle. Hein. C'est sympa. Mais du coup, oui, les jeux de rôle, ça permet justement d'incarner un autre personnage que soi. Qui va justement
plus de liberté, plus d'expérimentation. Moi, je sais que dans les jeux de rôle que j'ai fait, en général, j'incarne plus des personnages féminins. Plutôt badass, Ouais, ça voilà. que j'aime bien. Ça, femme forte, je trouve ça tellement stylé, quoi. Je l'ai fait lesbienne aussi. Et pourtant, c'est pas du tout ma sexualité, mais je sais pas, En fait, je suis pas forcément... Enfin, je me dis que, je sais pas, une relation queer, c'est plus... Ça me correspond plus, même si c'est pas forcément ma sexualité à moi. Et ouais, du coup, j'apprécie beaucoup changer de genre quand je joue à des jeux de rôle. Et des jeux en général, en vrai. En plus, il y a un côté théâtral avec les jeux de rôle, parce que tu dois parler au maître du jeu comme si t'étais ton personnage. Donc c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de faire des rôles masculins, ça m'est arrivé de faire des rôles queer. En termes de sexualité, ça m'est arrivé de faire plein de trucs. Et je suis en mode, bah, let's go, quoi, c'est fun, plus qu'autre chose. Alors, certes, je suis pas trans, mais c'est quand même sympa d'incarner un homme de temps en temps. Quand on change de chaussures, on va dire. C'est sympa aussi. Surtout que tu incarnes un homme dans un univers différent avec des différents codes. Exactement. Qui du coup tu peux encore plus t'amuser. Et c'est ça qui est cool, quoi, justement. Ouais. Et il y a aussi ce côté, un bon personnage est un bon personnage. Qu'il soit queer ou pas. Moi, ça m'est arrivé de relate et de me sentir vraiment à la place d'un personnage qui n'était pas queer, qui n'était pas une femme, qui ne me ressemblait pas du tout, qui n'était pas blanche. Enfin, au bout d'un moment, un personnage reste un bon personnage, mais c'est sûr que quand t'as des vécus communs, ça aide à tout de suite te mettre dans la peau, en fait. Et c'est aussi important. Je dirais même que dans une série ou un film ou même un jeu à scénario, le fait de voir quelqu'un qui a le même vécu que soi et qui va peut-être pas gérer les choses de la même manière que toi, ça peut aussi te donner un exemple de ce que tu pourrais faire, en fait. Complètement. C'est vrai. Genre, je pense notamment à Léo dans Tekken. C'est un personnage masculin très queer-coded. Pour moi, c'est un mec trans. Pour beaucoup de gens, quand on pose la question aux scénaristes studio japonais, ils sont en mode on vous dit pas, mais dans son histoire, il sort son dead name à un moment, Eleanor, donc tu sais que c'est un personnage qui se présente sous le prénom de Léo, sous une apparence masculine et qui a un passé apparemment féminin. Et du coup, c'est un mec doux. Enfin, c'est quand même un mec, genre, c'est un jeu de combat, Tekken, donc il se bat. Mais c'est pas un mec ultra musclé comme les autres persos de Tekken, en mode grosse brute, tout ça. C'est un mec assez calme, qui loyal et qui veut... qui a du cœur, quoi. Si je me rappelle bien de son background, il est là pour venger sa mère, quelque chose comme ça. Et quand j'étais petit, je l'aimais bien, justement, parce que il ressemble plus au modèle de masculinité auquel je voudrais ressembler. C'est-à-dire que j'aspire pas quand même à être genre Schwarzenegger, tu vois. Et voir un mec plutôt doux, mais qui ça l'empêche pas d'être fort et d'être courageux, tu vois. Bah, ça donne un peu un autre exemple de masculinité auquel tu t'identifies plus, ou en tout cas auquel tu voudrais davantage ressembler dans ta vie aussi de tous les jours. Ouais, complètement. Moi aussi, il y a ce côté où souvent je suis touchée par des personnages qui traversent les mêmes difficultés que moi, quelles que soient les difficultés, que ce soit lié à une appartenance communautaire ou pas. Et souvent, moi, c'est des difficultés psy, on va dire. Mais il y a beaucoup, moi je suis très touchée par la musique, il y a beaucoup de chansons qui sont capables de me faire pleurer en boucle. Genre, bon après, quand tu le réécoutes plus tard, tu te dis bon, ça va. Mais je sais qu'il y a des chansons, surtout de comédie musicale, parce qu'il y a toute une histoire derrière, tout un développement des personnages, etc. Il y a beaucoup de chansons de comédie musicale où je me suis dit, putain, je suis passée par ça, ou je suis en train de passer par ça, et j'étais comme ça dans mon lit en mode c'était terrible. Et il y a ce côté-là aussi, on peut soit se reconnaître, soit justement vouloir évoluer en fonction, réagir différemment, soit justement on se sent touché, et c'est aussi à ça que ça sert l'art en général, et tous les types de médias, c'est aussi une forme d'art. Tout ce qui est communication, visuelle, sonore, etc., c'est quand même important justement de se reconnaître là-dedans pour pouvoir être touché. C'est vrai.
Et même parfois, ça me fait penser à un truc, c'est que certains médias, bon, plus les films parce que c'est plus facile à montrer, ça permet d'expliquer ce que tu ressens ou ce que tu vis à la famille, je trouve. Tout à fait. Genre, je repense à des films comme Billy Elliot, Ma vie en rose, Tomboy, qui sont tous des films avec des personnages qui sont des enfants, mais des enfants qui sont pas forcément trans d'ailleurs, mais qui expriment leur genre différemment que les conventions. Et tu vois leurs ressentis, leurs moments de joie, leurs moments de doute, leurs moments où ils renoncent à des trucs en mode bon, j'ai arrêté de faire ça parce que apparemment personne n'accepte et puis voilà. Et je pense que les parents, en tout cas à notre époque quand on était jeunes où il n'y avait pas encore tous les discours en cette faveur, ça permet de faire comprendre aux parents que en fait c'est pas rien, en fait c'est pas un petit truc quoi, ça te touche vraiment et ça te pose vraiment des soucis quoi. Oui, complètement. J'avais oublié de penser à ça. Non, mais c'est vrai. Mais aussi un animé qui a beaucoup de représentations queer, un peu comme Heartstopper, voilà. C'est Carol and Tuesday. Oui. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. En gros, ça raconte l'histoire de deux jeunes filles, c'est dans un futur proche, où les humains peuvent aller aussi sur Mars. Et elles ont vécu dans deux environnements complètement différents l'une de l'autre. L'une est riche, l'une est pauvre, mais pourtant leurs chemins se croisent pour qu'elles puissent former un groupe de musique. Ouais. Et donc du coup, ça se base, l'animé se base sur la musique, quoi. Et t'as énormément de représentations queer. Et t'as des personnages non-binaires, des femmes trans, hommes trans, des personnages gays, pansexuels, enfin t'as tout quoi. Et c'est ça que je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que je recommande très fortement à tout le monde de le regarder parce qu'il est tellement beau. Et c'est cool quoi. Franchement j'adore. Et ça c'est un bon exemple de bonne représentation queer quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'expliquer aux gens autour de toi. Les médias aussi, c'est une manière de justement toucher des gens qui ne font pas partie de certaines communautés ou qui n'ont pas ce vécu-là et de leur faire comprendre ce que c'est. Des fois on n'a même pas besoin de leur expliquer, juste ils regardent et ils se disent « Ah putain, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça parle de ce genre de problème communautaire ou ce genre de problème de vécu, etc. » Et rien que moi, d'un point de vue de femme blanche, je regarde des fois des trucs et je me dis « Ah oui, je peux comprendre qu'effectivement il y a des difficultés qu'on montre là pour des personnages de couleur auxquels même pas je me laisserais imaginer parce que c'est pas mon vécu tout simplement. Et j'espère que ça fait pareil avec des personnes hétéros qui regardent des personnages queer qui passent par des étapes sans que ce soit trop dramatique non plus, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont généralement tendance à faire des caisses sur les personnages queer en mode c'est la fin du monde. Mais il y a des représentations qui sont bien faites et je pense qu'il y a des personnes hétéros qui sont juste des personnes normales et qui se disent ah ouais putain du coup c'est ça que ça fait quand il se passe ça. D'accord, ça me serait pas venu à l'esprit. Enfin, ça permet aussi de montrer aux gens un peu ce qu'on vit au quotidien, tout simplement. Ouais, mais après aussi, la représentation, c'est à double tranchant, parce que malheureusement, quand c'est mal fait, bah, du coup, ça nous porte plus préjudice que ça nous aide, quoi. Tout à fait. C'est après, vrai que ça ouvre le débat, mais ça peut nous faire passer, par exemple, pour des détraqués, des pervers, des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout ce qui est la communauté, quoi. Donc, bien sûr, il y a toujours des personnes problématiques dans chaque communauté, mais bon, ça, c'est une minorité. Mais c'est vrai que, surtout à une époque un peu plus lointaine, avant, quand il y avait des sitcoms ou des trucs comme ça, genre années 90-80, il y avait souvent un token gay, et le token gay, c'était genre le gars hypersexuel qui est un peu une faux folle, et puis voilà. Et du coup, dans la tête de beaucoup de monde de l'époque, un gay, c'était ça. Parce que justement, ils avaient peu de représentation, et elle était mauvaise. Donc, c'est sûr que ça peut aggraver la situation. C'est vrai que c'est le revers de la médaille, mais... C'est ça, parce qu'on n'est pas juste une seule chose, on est des humains différents. Complètement. Chacun d'entre nous est différent. Et ça aide pas à ce que, justement, les gens soient correctement informés sur la communauté LGBT
et ce qu'on est en général, quoi. Mais je trouve ça vraiment dommage. Mais après, quand il y a des bonnes représentations, justement, bah, ça montre que, je sais pas, par exemple, je prends un exemple, Life is Strange. Bon, après, c'est que quand tu le choisis que tu vois le côté queer. Mais je trouve que bah, la relation entre certains personnages, je dirais pas de spoil parce que voilà. T'inquiète, Internet, spoil pour toi. Mais du coup, j'ai trouvé les relations plutôt mignonnes. Et ça montre que bah, c'est pas que du sexe. C'est de l'amour, c'est de l'entente, c'est de la bienveillance. Et ouais, c'est pas juste cette image de ah là là, je butine un peu partout, je suis juste un objet sexuel. Voilà, je vis que pour le sexe, ma sexualité c'est ma personnalité, et puis voilà quoi. Mais du coup, ouais, je trouve ça bien justement de créer ce genre de représentation. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport aux représentations, c'est qu'aussi avant, peut-être que les représentations de personnes queer étaient un peu plus sombres, en mode pas forcément hyper sexualisé. En fait, s'ils prenaient pas le côté hyper sexualisé, ils prenaient en mode ta vie sera tragique. Genre, tu vas souffrir, tu vas avoir du mal à trouver du travail, tu vas pas être aimé, tu vas te rejeter. Et tu mourras à la fin. Et tu mourras à la fin. Éventuellement du sida, parce que dans les anciens films, c'était totalement comme ça. Ou tu te suicideras, voilà. Ouais, complètement. Ou tu te suicideras. Ta vie est tellement nulle que... Alors que maintenant, au contraire, les gens essaient de montrer qu'en fait, c'est comme la vie de n'importe qui. Genre, y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie. Bon, de n'importe qui, on passe pas par les mêmes événements, c'est sûr. Mais qu'en fait, on vit bien et on est heureux. Et il n'y a pas de peur à avoir. Ce qui, en fait, te donne des exemples que ta vie peut être normale et cool. Tout à fait. Pas forcément une sombre apocalypse. Voilà, quoi. Ouais, c'est important aussi. C'est important pour le moral. Complètement. Bah, par exemple, oui, Sex Education, je trouve que c'est un bon moyen d'informer les plus jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir eu ça justement quand j'étais plus jeune, quoi. Sur la sexualité et tout. Et dedans, t'as un personnage, je crois qu'il s'appelle Eric. Et donc, qui est noir et gay. Et qui est plutôt flamboyant, et c'est ça que j'aime bien. Et après, t'as aussi d'autres personnages qui sont gays, mais qui sont pas forcément dans les clichés du gay flamboyant. Mais c'est bien justement parce qu'ils montrent plusieurs types de gays. Il y en a beaucoup. Et ça montre qu'on n'est pas juste une seule personne. On n'a pas tous les mêmes façons de penser, la même façon d'agir. Et je me reconnais beaucoup dans ce personnage-là parce que... parce qu'il est noir déjà, donc ça en plus. Ouais, tout à fait. Qu'il est LGBT et qu'il est un peu flamboyant et qu'il s'autorise justement à être qui il est et qu'il s'en fout un peu. Enfin, je dirais pas qu'il s'en fout parce qu'il y a toujours des risques, bien sûr, mais qu'il s'autorise à être qui il est. Voilà, tout simplement. Et ça, je trouve ça admirable. Ouais. Du peu que j'ai vu du début de la saison 1, effectivement, c'est pas... au début, il se fait harceler à l'école et tout, donc c'est pas fun, il a des répercussions, être justement flamboyant, être qui il est, etc. Mais il est dans une démarche de je m'en foutiste qui est assez sympa à voir, parce que, c'est genre... Il y a la blague au début du fait qu'il se fait toujours harceler par le même gars, et c'est genre, il est habitué. Genre, il est en mode, vas-y, prends mon petit-déj, c'est bon, allez, à demain. Genre, il est en mode, je m'en fous, je resterai quand même qui je suis, même si tu continues à me voler ma bouffe. Enfin, au bout d'un moment, t'es un connard, c'est pas grave. Et c'est ça, justement, que je trouve intéressant, parce que ça montre que, comme quoi, aux petits jeunes qui sont comme lui, justement, de montrer que faut pas se laisser faire, quoi. Que faut pas... éteindre ta lumière, enfin ne pas supprimer ton identité à cause de petits emmerdeurs, voilà. C'est ça. Et c'est ça qui est bien. Mais malheureusement, le truc c'est qu'il y a des emmerdeurs, c'est ça le problème. Puis c'est dur de rester soi-même, en vrai c'est vrai que c'est une série quand même, mais... Donc le personnage, c'est bien, on peut l'inventer, on peut dire il est comme ça, il s'éteint pas, mais je sais pas vous, mais moi je me suis progressivement éteinte, enfin toutes mes couleurs, on va dire, sont mutées au fur et à mesure des difficultés scolaires que j'ai eues, avec socialement, hein, parce que bon, des difficultés scolaires j'en ai pas eu, mais
Le harcèlement collège-lycée, déjà, il était là et je me suis effacée. Et je me souviens que tous les jours, j'avais cette pensée dans ma tête à me dire mais comment je peux être normale, comment je peux être comme les autres, comment je peux me montrer pour faire en sorte qu'ils m'acceptent. Et j'avais ça aussi en études sup, parce que comme j'en ai parlé, j'étais pas dans un univers très ouvert d'esprit, non pas, surtout à cause des gens avec qui j'étais plus que le milieu, mais le milieu n'aidait pas. Et même dans ma façon de m'habiller, genre vraiment c'est littéral, hein, les couleurs que je mettais se sont assombries au fur et à mesure des années. Genre mes hauts de couleurs, ils ont de plus en plus migré vers des hauts blancs, mes pantalons sont devenus tous noirs, mes chaussures étaient noires, j'ai arrêté de me colorer les cheveux, enfin vraiment c'était... En mode restons discrets, quoi. Restons discrets, complètement. Restons discrets, faut se mêler dans la... Enfin, complètement. Voilà, aller dans la masse et tout. Complètement. Donc voilà, dernier conseil pour conclure, vraiment, essayez au maximum de rester vous-même, même si c'est très très dur des fois. Et même si naturellement tu vas le faire sans même t'en rendre compte des fois. Faut... pour se protéger aussi. Voilà, c'est ça. Des fois, pour se protéger, parce que si les gens autour de toi, si à la fois le cocon familial et scolaire et tout ce que tu veux ne sont pas acceptants, au bout d'un moment, faut pas être fou, faut se protéger. Non, complètement, on est d'accord. Mais faut rester safe. Faut rester safe. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut essayer de se trouver les bons potes ou les bonnes gens avec qui tu vas pouvoir avoir une petite bulle d'air, une petite bulle où tu peux être toi-même jusqu'à ce que tu puisses vraiment te barrer de tout ce qui ne va pas et te créer ton entourage tout à fait. Plus safe, quoi. Surtout quand t'es adulte. Enfin, je sais que c'est une erreur que j'ai faite aussi, c'est que je suis restée sur mes acquis, je suis restée avec les mêmes personnes qui n'étaient pas faites pour moi, tout simplement. Et j'ai essayé de partir, j'ai eu du mal, etc. Mais avec le recul, je me serais dit, barre-toi de là et redeviens toi-même. C'est effectivement. Ça. Après, la famille, voilà, ça se choisit pas. Et on vit avec ou on s'en détache. Ça dépend à quel niveau on en est. Mais voilà, si vous pouvez trouver des milieux plus acceptants et être vous-même, etc. Et si vous n'y arrivez pas ou si vous êtes dans une situation où c'est pas safe, essayez de vous échapper le plus possible en consommant des médias queer-friendly, quoi. Merci tous les deux d'avoir été là, en tout cas, pour cet épisode. C'était très chouette. Merci à vous d'avoir écouté. Merci de continuer à nous suivre, si vous nous suivez depuis le premier épisode ou pas. C'était un petit podcast pour l'instant, donc c'est cool d'avoir au moins du soutien. Merci. Et à la prochaine pour l'épisode numéro 5. Ciao. Salut.